Allez, vas-y, sans mon doigt. Bonjour à tous, c'est vendredi, c'est le jour des news, c'est le jour de Breaking News. C'est tout simplement le format hebdomadaire dans lequel on revient sur les infos qui nous ont semblé les plus intéressantes, pertinentes ou étonnantes de la planète cinéma. Et aujourd'hui, on va avoir un programme bien chargé, vu qu'on va revenir sur les déclarations intéressante et assez terrible de Nathalie Portman au sujet des conséquences de Léon de Luc Besson. On va également vous causer de Tom Cruise et de son désormais légendaire pétage de câble sur le tournage du prochain Mission Impossible. Et puis, on va faire un gros point sur le fail de l'année, à savoir la sortie de Cyberpunk 2077. Attaquons avec Nathalie Portman. Plus qu'une news, c'est un sujet de réflexion que j'avais envie de partager avec vous. Il y a quelques jours, la comédienne s'est exprimée dans un podcast qui s'intitule The Armchair Expert et elle est revenue sur sa carrière. Elle a notamment expliqué que si elle avait eu l'image pendant des années, on va dire, d'une jeune femme assez intellectuelle, très discrète, très en distance des tapis rouges, de la presse people, et on va dire, les mauvaises langues diraient de manière un peu sexiste, une sainte nitouche, et bien en fait c'est quelque chose de très conscient de sa part, de très calculé, et qu'elle voulait absolument s'éloigner notamment de tout rôle chargé sexuellement, pour une raison extrêmement simple, c'est que la suite de Léon, pas le tournage lui-même, ce qui était arrivé après le film, avait été un très gros traumatisme pour elle. Léon, c'est ce film de Luc Besson qui l'a fait découvrir, dans lequel à 13 ans, elle incarne une petite gamine, une gosse, une enfant, qui est prise sous son aile après le meurtre de ses parents par des policiers ripoux, par un tueur à gages qui va l'éveiller au monde et la sauver. Eh bien, elle raconte un truc tout simple, c'est que quand le tournage s'est terminé, ou plutôt quand le film est sorti, elle a commencé à recevoir les premiers courriers de fans, et voilà ce qu'elle en dit dans le podcast en question. J'ai ouvert avec enthousiasme mon premier courrier de fan pour lire le message d'un homme qui écrivait que son fantasme était de me violer. J'ai très vite compris, même à 13 ans, que si je m'exprimais sexuellement, je ne me sentirais jamais en sécurité. Ça, c'est quand même un sacré truc. Et voilà, je voulais porter ça à notre attention, c'est-à-dire que, déjà, c'est ce qu'on appelle un bon gros trauma des familles, mais en plus de ça, voilà donc quelqu'un dont l'image publique, probablement l'image personnelle, et littéralement la carrière, parce qu'elle explique qu'elle a façonné sa carrière dans l'idée de ne plus jamais déclencher des trucs comme ça, donc c'est aussi une forme de culpabilisation qu'on décrit là. Bref, la manière dont collectivement on aborde l'autre, notamment les femmes, les jeunes femmes, engendre des situations de ce type. Alors bien sûr, je suis pas en train de vous dire « les hommes sont tous toxiques et coupables !» Détendez-vous, je ne vous dis pas ça. Mais il est nécessaire et vital de constater ce genre de témoignages, d'en prendre acte et de les porter à notre réflexion et à notre appréhension du monde. C'est important. C'est d'autant plus important que je ne suis pas sûr que grand-chose ait changé ces derniers temps, quand on voit notamment la manière dont a été traitée dans la presse une certaine Millie Bobby Brown, qui est la très jeune comédienne, qui devait avoir 13 ans aussi à peu près à l'époque, je crois, au moment de Stranger Things. Il suffit de regarder comment elle a été mise en image, montrée, mise en scène, notamment sur les tapis rouges à Hollywood, pour réaliser que cette question, que ce problème est toujours bien présent. Et voilà, loin de moi l'idée de vous dire quoi penser et comment le penser, mais y réfléchir, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ensuite, parlons de Tom Cruise. Alors, on a tous beaucoup ri en découvrant l'énorme pétage de câble de l'acteur et producteur, parce que c'est ça sa fonction aussi sur Mission Impossible, faut pas l'oublier, c'est sa franchise. Tout simplement, ce qu'il a fait, il s'est agacé, il a été très vocal, très énervé, contre des techniciens qui n'auraient pas respecté les règles de distanciation sociale et de protection sanitaire à cause de la Covid. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le tournage des Missions Impossible 7 et 8, parce que les deux sont tournés d'affilée, c'est pas de tout repos, vu qu'ils ont déjà eu un gros accident de cascade, alors qui n'a pas eu de conséquences humaines, mais qui a posé des problèmes sur les décors notamment, qui a détruit pas mal d'éléments. Ils ont notamment eu une interruption précédemment, déjà à cause de la Covid. Donc on imagine que voilà, là, le Tom Cruise, il est nerveux. Et on l'entend très bien quand il gueule sur ses techniciens, il est terriblement en colère. Et au-delà de la question de dire est-ce que c'est une bonne colère ou pas une bonne colère, c'est très intéressant de ce que ça nous dit sur l'industrie hollywoodienne. Tout simplement parce que ça témoigne du fait que actuellement, tourner des gros films ou des films très complexes, très techniques, c'est très compliqué en respectant les règles actuelles de distanciation sociale et les règles sanitaires. Et surtout, comme il le dit lui-même très clairement, l'industrie est en train de scruter ceux qui se payent là toutes ces difficultés pour voir si c'est viable. Il est donc conscient qu'il a sur les épaules, que son équipe a collectivement sur les épaules
une partie du sort du divertissement grand public, de ce à quoi il va ressembler et surtout de comment il va être fait. Il y a de véritables enjeux industriels sur les 2 prochaines Missions Impossibles. Il y a aussi un enjeu vis-à-vis d'une question qu'on évoque très rarement mais qui est super importante quand on fait des films, c'est les assurances. Alors, une assurance c'est bien, hein, parce que si jamais vous faites cramer votre maison, bah oui, il y a une assurance, mais surtout une assurance quand vous faites un film, bah, c'est s'il y a un décor qui est pété, s'il y a un acteur qui se casse la jambe, ou si vous n'avez engagé que des comédiens extrêmement âgés, bah, s'ils meurent tous, voilà, vous êtes assuré. La belle affaire. Et notamment quand vous êtes à Hollywood sur des films très complexes, mais pas qu'à Hollywood, ça vaut aussi en France quand il y a des cascades, enfin, ou même à mon avis, si vous faites courir Mathieu Amalric sur un poney, il y a un problème d'assurance. Bref, c'est une question qui est encore plus problématique actuellement avec la pandémie mondiale, parce que les assurances, vous pensez bien, sont pas spécialement là pour faire la charité, n'ont pas particulièrement envie de soutenir les secteurs industriels dont elles s'occupent. Donc c'est un véritable bras de fer entre les industriels du cinéma, mais de plein d'autres secteurs, et le domaine des assurances. Et cette vidéo le montre très bien. Ensuite, certains ont comparé tout ça avec le grand pétage de câble de Christian Bale il y a quelques années sur Terminator Renaissance. À mon sens, ça n'a rien à voir. Christian Bale, c'est un comédien qui s'énerve contre un technicien qui se comporte de manière assez cruelle et humiliante. Ça n'est pas le chef de plateau, le chef d'équipe, ça n'est pas le producteur. Il n'a pas une position de patron qui parle aux personnes qui travaillent pour lui. Donc c'est difficilement comparable. Et enfin, un petit élément de réflexion là-dessus. Moi, j'ai aucune critique à formuler à l'endroit de Tom Cruise, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais justement, c'est intéressant. Tous ensemble, on a eu ce réflexe de dire quand même, hein, ça c'est un type qui s'occupe bien de ses troupes, hein, il sait bien faire filer droit, il sait quand il faut recadrer, voilà, ça c'est un vrai chef. Et on a tous ce réflexe-là, alors que concrètement, nous n'en savons rien. On n'a pas le contre-champ de cette engueulade. On ne sait pas ce qu'il a déclenché. On ne sait pas s'il s'est mis en colère parce qu'il y avait 3 personnes qui se faisaient la bise ou si tout simplement il y avait une grosse partouzerie déguisée avec des gens en pangolin et des gens en vison. On ne sait pas si c'est justifié ou non. Et on n'a aucun moyen de le savoir, donc c'est pas la peine de se poser la question. Mais je remarque que dans notre très grande majorité, et sur le site, hein, les commentaires en témoignent, tous on s'est dit « Ah, c'est cool c'est cool, ça c'est un type qui s'est cadré ». Ça en dit peut-être beaucoup sur l'espèce de désir, de flash autoritaire qui nous traverse tous en ce moment, et ça en dit peut-être tristement sur notre rapport, on va dire, à l'autonomie et à l'autorité par les temps qui courent. Je trouve ça aussi très intéressant d'y réfléchir. Et puis, c'est l'heure du Titanic, mesdames et messieurs. C'est l'heure de Cyberpunk 2077, le jeu de CD Projekt qui est une des plus grosses catastrophes de l'histoire du jeu vidéo, en tout cas un cataclysme qui n'a aucun équivalent dans l'histoire vidéoludique et qui va probablement laisser des marques parce que historiquement, c'est un fait, il n'y a jamais rien eu de tel. Pourtant, attendez, c'est pas la première fois qu'il y a des gros échecs au moment de la sortie d'un jeu, c'est pas la première fois qu'il y a des vraies tensions. On peut se souvenir de Arkham Asylum en 2015 qui avait été un temps retiré de la plateforme Steam parce que le jeu était tout cassé. On peut aussi se rappeler du lancement de No Man's Sky qui avait été tout simplement un très bel exemple de promesses non tenues, puis de promesses complètement à côté de la plaque de la part de Sony qui avait survendu et mal vendu son jeu. Et puis on peut aussi penser à Anthem dont le lancement il y a quelques mois avait été une espèce de triste gag. Sauf que la différence, c'est que Cyberpunk condense absolument tous les différents types de problèmes que je viens d'évoquer très rapidement. Des promesses qui ne sont pas tenables, une com de crise qui est stratégique, des problèmes techniques monstrueux, que ce soit les bugs, que ce soit les soucis d'IA, les problèmes de finition, qui sont démentiels, et j'en oublie un quatrième que j'ai noté pourtant. Oui, voilà, et le fait de sortir un jeu inachevé. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire tout ça? L'idée, c'est pas juste de ralentir dans l'action et de dire « Ah, il y a de la tôle froissée !» Non, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, à mon sens, en quoi cette situation témoigne d'un système qui soit est en bout de course, soit est en tel sur-régime qu'il est en train de cramer tous les acteurs de son secteur, ce qui n'a aucun sens. Et donc, on assiste à une série de défaillances en chaîne, à commencer par CD Projekt, qui a quand même donc validé un jeu a priori inutilisable, hein, c'est quand même ça qui ressort de l'expérience joueur. Un jeu inutilisable, alors qu'il est inutilisable sur les consoles old-gen, c'est-à-dire l'essentiel du parc des joueurs. Alors il y a on peut se demander comment ça a pu arriver, l'appât du gain, mais l'appât du gain c'est trop imprécis. En réalité c'est le fait d'avoir une espèce de bulle actionnariale démentielle qui fait qu'avant la crise le studio était valorisé à hauteur de 8 milliards, ce qui est fou. Quand on regarde leur catalogue et leur expérience, ça n'a pas de sens. Ils étaient quasiment aussi bien valorisés qu'Ubisoft, qui a, on va dire, une expérience industrielle beaucoup plus importante. Quoi qu'on pense des jeux Ubisoft, c'est une toute autre question. Et donc, tout simplement, c'est tout bête. Hein. Quand vous avez une énorme valorisation boursière, ça veut dire des actionnaires qui ont grave la dalle, qui veulent de la moula, qui veulent le genre « Ah, frère !» Eh il faut leur en donner. Donc, on doit se dépêcher de sortir, on doit tenir des délais pour rentrer dans les bilans comptables, pour avoir des dividendes à donner. Ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a une anomalie statistique chez non pas chez CD Projekt, mais chez Cyberpunk 2077, c'est que avant que le jeu sorte, quand on est à 8 millions de précommandes, je crois que c'est 47% qui sont des précommandes sur PC.
ça n'arrive jamais dans ces proportions-là. Donc, ils ont peut-être été tentés de se dire « Ah, ça va tanguer un peu, mais ça va passer !» Parce que aussi, on va dire, en achat Day One et en achat dans les jours et les semaines qui vont suivre, on va sûrement avoir un peu plus de PC, donc ça va passer. Et ça, on va dire, ça va étouffer le bad buzz. Bon, bah, il se pourrait qu'il se soit un petit peu planté. Et ensuite, ce qui est quand même absolument dingue, c'est ça a atteint de telles proportions quand même que Sony vient de décider de retirer le jeu de ses plateformes de vente en ligne. Et de ses plateformes de vente en ligne pour la PS4, la old-gen, mais également la PS5. Et de rembourser les clients mécontents qui le demanderaient. C'est un truc qui est délirant, qui n'est jamais arrivé dans ces proportions-là, et certainement pas pour un méga giga blockbuster du jeu vidéo, un quintuple A qui devait déchirer la planète. Donc c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs défaillances du côté de CD Projekt. Mais c'est pas les seuls. Je viens de vous dire que Sony avait tenté un peu là de montrer ses muscles et de dire « Oh là là, ça va pas se passer comme ça, mon bon monsieur, votre machin tout pété, il s'en va de ma plateforme. » Enfin bon, jusqu'à preuve du contraire, Sony a quand même bien validé la mise en vente de ce produit-là, tout comme Microsoft. C'est-à-dire que, effectivement, à un moment, tout ce beau monde s'est dit il faut faire chauffer les cartes de crédit à l'arrivée de Noël, hors de question de se priver de cette manne. Et on voit le résultat qui est, donc, encore une fois, un cataclysme. Et puis, il y a peut-être la défaillance la plus intéressante à mon sens, c'est celle qui est du côté de la presse. Qu'est-ce qui se passe quand la presse parle du jeu ? Seulement, elle fait des tests, alors dans lesquels, attention, à peu près tout le monde est revenu sur les quantités de trucs mal finis, mal torchés, les bugs innombrables qu'il y avait dans le jeu, mais tout le monde est aussi revenu, j'ai envie de dire, sur ses qualités d'immersion, d'écriture de l'univers, sur plein de choses comme ça, et je sais que ce sont des trucs qui demandent à être nuancés, mais le truc qui... Alors, on ne peut pas reprocher à la presse de ne pas avoir dit « Ouh là là, on n'a pas eu les versions old-gen, on sait pas trop, ça sent pas bon ». Mais il y a une différence entre « on ne sait pas, ça sent pas bon » et « attention, un iceberg en vue !» Parce que c'est bien ça qui s'est passé. Ce bon vieux Cyberpunk, c'est devenu le Titanic de 2020. Et ça, c'est incroyable. Alors, comment c'est possible que la presse finalement ait pris l'embrayage des joueurs qui commençaient à gueuler et suivi la révolte populaire qui a commencé à... Enfin, la colère populaire qui s'est exprimée. Comment ça se fait qu'elle l'a accompagnée plutôt que de la prévenir ? Il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, il y a une énorme pression qui est faite de la part des éditeurs sur la presse. Cette pression, elle se fait en possiblement retirant de la publicité, en surtout veillant à ce que la presse n'ait pas des bonnes conditions de travail. Quand vous envoyez un jeu sans envoyer toutes les versions, 8 ou 10 jours seulement avant qu'il ne sorte, sciemment, vous faites en sorte que la presse ne soit pas en mesure de réaliser un bon test. Ça, c'est un véritable problème, c'est le cas de Cyberpunk 2077. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que la presse ne doit pas investiguer, ne doit pas tanguer, ne doit pas lutter, mais il ne faut pas nier qu'elle se retrouve à un moment comme ça, mise sous un étau qui est très compliqué. Mais le public aussi peut être très compliqué à gérer. On le voit très bien aujourd'hui, il y a plein de grandes licences qui arrivent à fédérer des communautés très fortes, très compactes, où les joueurs mettent énormément d'affect, mais on a la même chose dans le cinéma, c'est pas propre aux jeux vidéo, je suis surtout pas en train de vous dire « les joueurs sont des gros débiles », pas du tout. Mais c'est vraiment un truc qui se passe, on va dire, dans la vie culturelle aujourd'hui, dans tous les arts. Il y a comme ça, voilà, des espèces de communautés qui se forment avec des affects délirants, et nous, vous n'avez qu'à voir, à chaque fois qu'on fait une news pour parler un peu des rebondissements de l'affaire sur le site écran large, on a tout de suite les ayatollahs de CD Projekt qui débarquent en disant « il y a des salauds, vous n'y comprenez rien, c'est un chef-d'œuvre !» Pour un peu, on serait tenté de croire que ce sont les développeurs qui viennent nous faire des coucous, mais voilà, c'est très frappant. Et puis, ça ne vaut pas que pour Cyberpunk 2077, loin s'en faut. Essayez d'expliquer à un contributeur de Star Citizen qu'il a cramé toutes les économies de sa petite cousine pour un jeu tout pété dans l'espace qu'il verra jamais, il va vous recevoir avec du gros sel. Mais voilà, ça c'est un vrai problème sérieux, mine de rien, pour les médias de jeux vidéo, parce que la pression d'un lectorat qui peut devenir agressif, toxique, ou tout simplement, j'ai envie de dire, verbalement violent, ça a vraiment une capacité de pollution pour la vie d'un média. C'est très compliqué à gérer, parfois, surtout quand ça atteint les proportions du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, rappelons-le, c'est la plus grosse industrie culturelle dans le monde, et c'est beaucoup de joueurs. Ensuite, il y a peut-être aussi un autre problème qui est sur la nature même de ce qu'est un test de jeu vidéo. Depuis que le Game as a Service est devenu une pratique courante, c'est-à-dire ces jeux qui tout simplement vont avoir une durée de vie dans le long terme et qui vont recevoir du contenu en continu pendant des années, c'est-à-dire un jeu traité comme un service auprès du joueur, auquel vous êtes abonné généralement, et tout simplement, ça a pour partie démocratisé l'idée qu'un jeu n'étant jamais fini, il n'avait pas à être fini quand il sortait. Or, ça peut s'entendre, encore que ce soit discutable, pour un jeu serviciel, mais
ça n'a pas de sens pour une aventure solo qui, tout simplement, quand vous la payez 70 voire 80 balles, doit être jouable en l'état. Le jeu est censé être terminé. Mais il n'empêche, il y a fort à parier que dans l'industrie, beaucoup de monde s'est dit oh, c'est bon, maintenant les joueurs l'acceptent. Et de la même manière, beaucoup de testeurs, de journalistes jeux vidéo se disent oui, mais non, il faut faire le test Day One. Ou alors, il faut prendre en compte le fait qu'il va être corrigé. Mais ça, c'est un vrai problème philosophique. Est-ce qu'on peut donner une note correct à un jeu qui n'est pas terminé quand il sort? C'est une vraie question philosophique, je prétends pas avoir de réponse toute faite et parfaite. Je ne veux certainement pas mettre la presse jeux vidéo en accusation parce que déjà nous dans la presse cinéma, on a aussi plein de problèmes, plein de problématiques avec lesquelles on doit travailler au quotidien. Et en plus de ça, je pense, et ceux que je connais font vraiment de leur mieux, donc voilà. Mais en revanche, cette situation, elle témoigne quand même bien d'un espèce de truc multifactoriel qui est très compliqué pour tout le monde et qui est vraiment, à mon sens, une question d'emballement, de sur-régime. A fortiori, quand on sait que CD Projekt est coutumier du crunch. Le crunch, c'est cette pratique qui consiste à faire travailler, pour tenir les délais, donc logiquement dans la dernière phase de développement d'un jeu, à faire travailler avec des horaires délirants et une pression constante des équipes qui, humainement, tout simplement, ne peuvent pas supporter ça. Ou en tout cas, ne devraient pas avoir à supporter ça. Il y a encore quelques années, quand on évoquait ça, on passait immédiatement pour un vilain syndicaliste gauchiste qui finalement ne s'intéressait pas vraiment au fond d'une œuvre. Mais au contraire, s'intéresser à une œuvre, c'est aussi à s'intéresser à ses conditions de création. Parce que, tout simplement, quand on fait un geste, que ce soit un geste artistique, un geste professionnel, une partie de son sens est contenue dans la manière dont il est exécuté. Et c'est d'autant plus vrai dans le cas de CD Projekt que CD Projekt, a priori, ils font ça assez fréquemment et ils font ça d'autant plus fréquemment que je crois que c'est l'excellent youtubeur Exerve qui en a parlé, qui a cité justement pas mal de papiers qui avaient été écrits là-dessus, de polémiques autour de ce sujet, qui lui a carrément parlé de marche à la mort, de Death March, concernant le développement du jeu, ce qui est quand même ahurissant. Donc toutes ces questions, il va falloir les traiter, il va falloir y réfléchir, et à mon sens, elles sont le symptôme d'une industrie, d'un système qui tourne à fond, qui tourne en sur-régime, et ça amène à la fois les développeurs et les studios à travailler de manière en marchant sur la tête, ça amène les éditeurs à valider ça, ça amène même des portails énormes et des entités économiques gigantesques comme Sony à laisser la catastrophe passer, ça amène les joueurs à se retrouver profondément floués, ça amène enfin la presse à travailler dans des conditions qui n'ont pas de sens et qui font perdre du sens à la notion de journalisme et de critique. Et donc il va encore une fois, tous ensemble, collectivement, en discutant, mais aussi en discutant à qu'est-ce qu'on fait de nos sous et où on les met, trouver une autre manière de fonctionner, tout simplement. Et je crois que c'est urgent, pour le jeu vidéo, pour le cinéma, mais pour la culture en général. Voilà, c'était les Breaking News du vendredi, je n'ai plus de salive, je vais bientôt manger ma langue, j'espère que cette vidéo s'est bien passée, qu'elle vous a donné envie de vous abonner, qu'elle vous a donné envie de liker, qu'elle vous a donné envie de taper la cloche, bref, passez de bonnes fêtes avec vos papas, surtout avec vos mamans, on pense bien à elles, on pense bien à vous, et on vous dit à très bientôt. Gros bisous. Stop.